Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, je continue mon voyage dans la sécurité au travail pour parler de normalisation. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Rim Chaoui, qui est responsable du pôle santé-sécurité au travail de l'AFNOR. Nous abordons la production de normes liées à la sécurité au travail et aussi l'efficacité des normes de management et notamment l'ISO 45001. Un épisode pour en découvrir plus sur les travaux normatifs et leurs conséquences dans nos vies de QHSE. Bonne écoute! Bonjour Rim Chaoui, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci, et vous-même? Ça va très bien, très content de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc la normalisation en sécurité. Pour commencer, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et dire qui vous êtes aux personnes qui vous connaissent peut-être pas? Bien sûr, donc tout d'abord, je vous remercie de m'avoir proposé et de me laisser l'opportunité de parler de normalisation en santé-sécurité au travail. Donc, je suis Rim Chaoui, je suis responsable du pôle santé-sécurité au travail au sein d'AFNOR Normalisation. Donc, c'est le pôle qui est responsable en France, donc du pilotage de l'élaboration des normes en matière de santé-sécurité au travail. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez fait avant d'arriver du coup dans cet organisme? Alors, j'étais responsable qualité en CDD pendant très très peu de temps et avant j'étais étudiante, donc AFNOR est quasiment mon tout premier poste. J'y suis rentrée en tant que chef de projet en normalisation sur les thématiques d'environnement et j'ai peu à peu évolué sur les thématiques santé, sécurité au travail où je me suis principalement focalisée sur les normes en matière d'équipement de protection individuelle et puis depuis 4 ans, j'occupe le poste de responsable de pôle. D'accord, très bien. Et en complément, est-ce que vous pourriez nous dire ce que fait l'AFNOR, même si c'est quand même rare que quelqu'un dans le domaine ne connaisse pas, mais peut-être nous rappeler alors dans ce cas-là ce que fait l'AFNOR, quelle est sa mission, qui elle va servir? Oui, bien sûr, c'est assez drôle parce qu'en fait, oui, on entend souvent parler de l'AFNOR sans trop savoir finalement ce qui se cache derrière. On entend souvent parler ISO, NF, sans arriver à raccrocher un peu tout. Donc en fait, AFNOR, c'est un groupe qui s'articule autour de 4 grands domaines de compétences, la normalisation, l'édition, la formation et la certification. Pour ma part, je travaille au sein d'AFNOR en normalisation, qui est au sein d'une association, donc avec AFNOR Édition. Donc AFNOR est une association loi 1901 et le rôle d'AFNOR Normalisation est de piloter l'élaboration et de fournir des normes et de fournir ces fameux outils qui sont élaborés par consensus. Et en fait, le rôle de l'AFNOR est régi par un décret qui a été révisé en juin 2009 et qui positionne l'AFNOR comme étant l'opérateur central du système français de normalisation. Donc à ce titre, il représente notamment la France au sein des instances européennes et internationales de normalisation. Et nous sommes, pour compléter, sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Voilà. Et alors du coup, les pôles là, vous avez détaillé. Et moi, je me suis demandé parce que j'ai travaillé déjà avec des chefs de projet dans une partie de normalisation, justement, d'écriture de normes. Et qu'est-ce qui vous motive, vous, à être de ce côté? Enfin, je ne sais pas si c'est de l'autre côté, mais en tout cas, passer côté AFNOR après avoir été justement en industrie, même si c'est un de vos premiers postes. Pourquoi l'AFNOR, en fait? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à entrer dans cet organisme?
Alors, le hasard est pas vraiment le hasard. En fait, lorsque j'étais en master, en première année de master, j'étais amenée à faire un stage et j'ai eu la chance de faire mon stage d'études au sein de l'AFNOR où je menais une étude sur l'éco-conception qui avait pour objectif, en fait, d'étudier une espèce de faisabilité en matière de normes sur l'éco-conception. Et là, j'ai compris, en fait, que l'intérêt de la normalisation, c'était de pouvoir recueillir les meilleures pratiques qui existaient auprès des différentes parties prenantes et de les consolider pour en faire, si possible, the meilleures pratiques existantes. Donc c'est une façon de faire qui m'a beaucoup interpellée. Par ailleurs, lorsque j'étais étudiante, forcément, j'ai appris à mettre en place la 14001, la 9001, mais également alors l'OCS 18001 à l'époque. Et forcément, on se dit, mais qui écrit ces référentiels? Ce n'est juste pas réalisable. Comment on peut mettre en place et comment les gens peuvent perdre autant de temps à élaborer ce type de référentiels qui peuvent être difficilement applicables. Et finalement, j'ai vu l'autre côté et je me suis dit, comment peut-on plus se sentir utile que voilà, de passer de l'autre côté de la barrière et se dire, voilà, je vais essayer de contribuer à ma façon et de m'assurer à mon niveau que voilà, les utilisateurs de normes pourront les utiliser ou non. Voilà. Et donc, vous définissez les normes comme étant finalement juste un consensus de bonnes pratiques dans une industrie. En fait, dans une industrie ou partout, en fait, une norme, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un outil qui a pour objectif de répondre à des problématiques qui se posent entre différentes parties prenantes. Et on a des normes sur tout type de projet, de sujet, qu'il s'agisse de la carte à puce, du format A4, de normes de système de management comme ISO 14001, ou là encore plus récemment de normes pour les masques FFP2. Voilà, ce sont des bonnes pratiques qui sont partagées au sein d'un tour de table. Alors, bonne pratique, c'est une chose, il faut pouvoir ensemble trouver celle qui est la plus réalisable par tous, justement, et qui va permettre justement de répondre à cette vraie problématique. Donc, qui est élaboré par un tour de table sur la base d'un compromis. Oui. Et justement, vous avez parlé des choses qui sont en lien. Peut-être que dans la mesure de ce que vous êtes habilité à me dire, quels sont les travaux normatifs qui sont en cours justement en ce moment en lien avec la sécurité au travail? Est-ce que vous avez une vision du panorama de ces travaux normatifs? Oh, bien évidemment, j'ai une vision, j'ai aussi un chiffre qui va peut-être vous effrayer. Là, ce qu'il faut savoir en matière de santé et sécurité au travail d'une façon très très large, il y a environ 2500 normes qui ont été publiées, sauf qu'on a un peu de mal à identifier. Je vais prendre l'exemple des casques. Vous avez des normes génériques pour les casques qui vont définir des principes généraux, des méthodes d'essai pour dire comment on va tester tel ou tel casque pour qu'il puisse garantir la sécurité du porteur. Et ensuite, en fonction du type de casque, qu'il s'agisse d'un casque industriel ou d'un casque d'équitation, on va définir des spécifications spécifiquement liées au risque, à l'analyse de risque lié à l'activité. Donc là, actuellement, en matière de santé et sécurité au travail, il y a environ 400 normes qui sont en cours d'élaboration. 400 normes. 400 normes, en plus de 2500 publiées. Exactement, c'est le cas de le dire. Mais voilà, mais qui vont rentrer sur un champ très large. On travaille beaucoup, on travaille même principalement en appui à la réglementation. Je vous passe le code du travail, mais on travaille en appui au règlement européen sur les équipements de protection individuelle, à la directive machine aussi, il y a la directive bruit. Voilà, il y a tout autant de contextes et de textes qui font qu'il est parfois nécessaire de mettre en place des outils pour aider en fait les utilisateurs, les fabricants de machines comme les tracteurs ou de matériel de gestion des déchets ou encore de casques pour les accompagner pour répondre aux exigences européennes. Donc il y a à peu près 400 normes en cours d'élaboration actuellement. Et donc ça comprend les normes qui sont en révision et les normes qui sont en création. C'est exactement ça, normes en révision, normes en création. Sachant que tous les 5 ans, on s'interroge sur la pertinence d'une norme, puisqu'une norme c'est un état de l'art à un instant T, donc on vérifie régulièrement.
tant au niveau français qu'européen qu'international, que le référentiel correspond toujours à l'état de l'art. Sinon, on le fait évoluer. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant et très intéressant de voir tout ce qui continue de se faire en fait avec la normalisation, parce que comme on disait en introduction, c'est quelque chose auquel on est beaucoup soumis côté HSE et côté sécurité, et dont on comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Donc merci pour déjà pour ce partage. Et justement, avec ces 400 projets en cours, moi, c'est une question que je commence à poser de plus en plus à mes invités. Comment vous avez réagi avec l'arrivée de la Covid, de son impact sanitaire plus qu'important sur nos activités, sachant que le travail normatif, c'est beaucoup justement de réunions, beaucoup de partages, beaucoup d'échanges, et même des échanges qui sont un peu, si je puis dire, un peu off, et qui font avancer les débats. Donc, comment vous avez encaissé cet impact et comment vous avez réagi? Eh ben, écoutez, vous avez mis l'accent sur quelque chose de très important et que nous n'arrivons pas à faire, à savoir les échanges en off et le réseautage. Donc j'y reviendrai par la suite, mais c'est vrai que ça fait partie des éléments cœur de notre activité. Donc notre métier s'articule autour du pilotage de réunions au cours desquelles nous allons discuter de projets de normes, nous allons élaborer des référentiels, nous allons définir des positions au niveau français, européen et international. Donc, bien évidemment, eh bien, les déplacements ne se faisant plus, donc nous avons tout transformé en virtuel avec un certain nombre de difficultés. Je pense notamment aux réunions internationales où vous devez mettre autour de la table virtuelle le Japon et les États-Unis. Il faut pouvoir tenir compte du décalage horaire et que ça complexifie les choses puisqu'on se réunit sur des périodes de temps beaucoup plus courtes à des horaires pas forcément les plus appropriés, mais qui sont parfois nécessaires pour qu'on puisse avancer sur des projets. Donc, on a commencé à prendre le pli. Donc, les activités de normalisation en tant que telles n'ont pas été impactées, vraiment, puisque les projets, on peut le voir, il n'y a pas de retard, en fait, sur l'élaboration des projets. Les réunions ont été maintenues autant que possible en virtuel. Il y en a même eu plus fréquentes et plus courtes, justement. Et puis, en effet, il y a un constat malheureux, c'est que la chance que nous avions au niveau européen ou au niveau international, c'est que lorsqu'il fallait, vous savez, trouver ce fameux accord entre les différentes parties prenantes et que on n'était pas d'accord avec l'Allemagne, par exemple, ou l'Angleterre, eh bien, le soir, en off, on pouvait trouver des moyens de négociation ou trouver des alliés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu plus de mal à faire, malheureusement. Ouais, je comprends parce que, comme je disais, moi j'ai déjà participé à la création d'une norme et c'est vrai que c'était très formateur pour moi, je m'y attendais pas du tout. Et je me rappelle du travail de la chef de projet et c'est très, comment dire, chronophage et il y a beaucoup de débats sur des choses qui peuvent paraître minimes, mais en fait qui ont toujours leur importance. Donc, se mettre d'accord, c'est assez compliqué suivant les intérêts et les enjeux de chaque entreprise. Donc, c'est vrai que ce petit temps, ces temps qu'on voit pas finalement, faisait avancer beaucoup de choses. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui doit être peut-être même en réflexion chez vous pour créer peut-être des quartiers libres, je sais pas, mais ça, c'est un impact qu'on n'arrive pas à voir immédiatement, mais sur des projets comme ceux que vous pilotez, ça doit être assez fort. Il y a justement des réflexions, des questions qui se posent entre nous, entre collègues des différents pôles, à savoir comment on peut organiser des social events à distance. On commence à y réfléchir parce qu'on se rend compte que c'est important. Et vous avez aussi soulevé un point, c'est que en réunion, en fait, outre les échanges, les discussions, les points d'alerte qu'on essaye de lever, on est tous des êtres humains et c'est vrai que être en réunion virtuelle est une chose, être en présentiel est complètement différent.
on peut détecter des réactions, des regards, des positions qui nous permettent, qui nous aident, nous, en tant que, enfin, lorsqu'on est chef de projet en normalisation, qui nous aident justement à percevoir encore plus l'atmosphère de la réunion et pouvoir, voilà, alléger si possible lorsque l'atmosphère est un peu lourde et complexe, ou parfois renforcer des questions qui, en l'occurrence, peuvent paraître inutiles pour certains, mais qui sont essentielles pour faire avancer le débat. Donc vraiment, l'humain est essentiel et c'est compliqué dans ce contexte virtuel. Mais nous avons quand même réussi à maintenir voilà, cette activité-là sans trop de difficultés, si ce n'est celle que je vous ai énoncée. Très bien. Et justement, peut-être qu'on peut mieux comprendre votre quotidien en nous expliquant ce que vous faites dans vos tâches quotidiennes, tout simplement. Nous dire vraiment comment vous accomplissez votre mission. Peut-être que vous pourrez y venir dans les détails cette fois-ci. Bien sûr. Alors, écoutez, en fait, j'ai deux casquettes pour ma part. Donc, j'ai une casquette responsable de pôle et puis j'ai aussi une casquette responsable de commission de normalisation. D'une façon générale, notre activité s'articule, donc comme vous l'avez compris, autour de réunions. Les réunions sont fixées, enfin, on a des plannings qui sont quasiment fixés 1 an à l'avance. Donc, de réunions qui reviennent régulièrement, de réunions européennes, internationales. Enfin, vraiment notre vie normative et notre calendrier s'organise autour vraiment des échéances européennes et internationales. Donc, on va fixer nos réunions en fonction des différentes échéances. Si vous avez des normes internationales qui sont en cours d'élaboration et qu'il faut devoir organiser une concertation au niveau français, ben voilà, on va fixer les réunions en fonction des échéances. Donc, on est tributaire de ce calendrier européen et international. Et puis voilà, on va s'organiser de cette façon. Donc, en fonction du calendrier, on va travailler sur la préparation, la réalisation de la réunion et de la restitution. Et finalement, tout ça arrive très régulièrement, très rapidement, puisqu'on a aussi des délais, on est contraint en termes d'ordre du jour et de compte rendu et d'actions à mener par rapport à une réunion. Donc voilà. Donc le quotidien s'organise vraiment en fonction de ces fameuses réunions qui font que aujourd'hui, par exemple, je me suis retrouvée à préparer mes ordres du jour de mes réunions qui arrivent le mois prochain et de finaliser les actions des réunions qui se sont tenues ces 3 dernières semaines en fait. Voilà. Donc le quotidien avance, plus bien évidemment les questions un peu random qui arrivent de la part de clients, d'utilisateurs de normes, qui nous contactent via Norme Info ou via le standard, ou parfois aussi il y a une veille réglementaire qui se fait et donc on suit étroitement l'activité de la Commission européenne, notamment en matière de transformation de directives en règlement. On essaye d'examiner l'impact auprès de nos parties prenantes, donc beaucoup d'appels téléphoniques, en plus de ces préparations et de ces restitutions de réunions, qui vraiment constituent le noyau en fait de notre planification. Ça, c'est un indispensable pour tous ces moments qui se voient pas quand on est en présentiel, quoi. Exactement, c'est que lorsqu'il y a une réunion qui est en cours de tenue, il y a un ordre du jour qui est bien défini. On n'envoie pas un ordre du jour basique, en fait. Il faut vraiment réunir les gens pour de bonnes raisons, parce que les experts en normalisation ne font pas que de la normalisation, c'est une activité supplémentaire par rapport à leur activité professionnelle finalement. Donc il faut pouvoir être efficace, il faut pouvoir aussi s'assurer qu'ils aient à disposition les documents qui sont à l'étude, qui sont à l'ordre du jour. Il faut leur laisser le temps aussi de pouvoir les consulter, d'en prendre connaissance pour être sûr qu'en réunion, on puisse ne pas perdre de temps et avancer. Et puis il faut pouvoir ensuite transmettre les positions au niveau européen, au niveau international, ou voire même rendre un projet de norme, parce qu'aussi on tape, on est la petite main. On est le secrétaire aussi de groupes d'experts qui élaborent de façon pure et dure des réunions, les référentiels. Donc il faut qu'on avance sur le projet, qu'on envoie aux parties prenantes, qu'elles puissent aussi avoir le temps de le consulter, de réagir pour la prochaine réunion. Voilà.
La vie classique d'une norme, je me demandais, en gros, de la création, l'élaboration jusqu'à à la révision aussi, c'est à peu près combien de temps? Alors, tout dépend. Et là, je vais vous donner des calendriers assez différents. En général, une norme européenne, une norme internationale, c'est 3 ans. Entre le moment où les pays vont être d'accord pour inscrire le sujet au programme de travail jusqu'à la publication. Bien évidemment, cela ne se fait pas toujours de façon très fluide, parce qu'il se peut qu'on ait du mal à trouver un accord entre les différentes parties prenantes. Donc, il peut y avoir des votes supplémentaires qui sont organisés. Mais voilà, on va dire que dans le meilleur des cas, quand tout va bien, on est sur 3 ans. Une norme française, comme on s'exonère en fait de ces phases de consultation européenne et internationale, on est vraiment juste un comité, je dirais, beaucoup plus restreint. On peut s'attendre à l'élaboration d'une norme française entre 12 et 18 mois. Et puis là, dans le cadre du Covid, en fait, on a battu notre record, notamment au sein de notre équipe, puisqu'on a élaboré un référentiel sur les masques barrières en l'espace d'une semaine. Ouais, Entre ouais. du samedi, on a commencé à travailler dessus et on a pu réunir 150 experts et le vendredi, une première version du référentiel était publiée. Voilà. C'est vrai que ça c'était, pour l'avoir vu paraître d'ailleurs l'avoir utilisé, c'est vrai que c'était assez impressionnant de pouvoir voilà produire une norme aussi rapidement et qu'elle soit aussi pouvoir bénéficier d'un tel consensus. Est-ce que c'est uniquement les conditions sanitaires exceptionnelles qui ont permis d'y arriver, ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait finalement être renouvelé à l'avenir? Alors, en fait, on a un volet innovation à l'AFNOR, même si on pense que l'AFNOR est une vieille dame née dans les années 1920. On essaye d'impulser des démarches innovantes. Il y a même une cellule innovation au sein d'AFNOR. Et à l'issue d'un concours qui avait été organisé, il y a une équipe qui avait proposé d'envisager d'élaborer un référentiel sous format hackathon, donc en mode rapide. Maintenant, on n'avait pas pu expérimenter vraiment cette façon de faire. Et donc là, ça a été un peu l'occasion. Alors, on a pris aussi un statut, le statut d'AFNOR Spec, et pas de norme française homologuée, parce on est contraint, dans le cadre d'une norme française homologuée, à des procédures un peu plus longues en matière d'enquête publique, de consultation ministérielle. Donc là, compte tenu de l'urgence, on s'en est affranchi avec ce statut d'AFNOR Spec. D'accord. Voilà, donc une semaine, on y est arrivé et on a reproduit, enfin c'est un exercice qui a été reproduit par d'autres équipes, notamment je pense aux clés de la reprise, donc une AFNOR Spec qui a été publiée quelques temps après. Là, samedi dernier, on a publié le référentiel sur les masques barrières pour le sport, qui a pris un peu plus de temps, mais qui a pris 1 mois. Donc, l'élaboration d'un référentiel en 1 mois, c'est plutôt acceptable. Ah oui, Voilà. Donc, voilà. déjà un mois. Après, c'était important. Enfin, c'est très rapide. Après, il faut pouvoir être raisonnable. En fonction, tous les sujets ne vont pas s'y prêter. Là, on a pu y arriver parce qu'on avait vraiment un tour de table très solide, avec une pilote très solide pour les masques barrières, et on avait une bonne base, puisqu'on s'occupait déjà des masques, donc on savait à peu près quel type de méthode d'essai il fallait réaliser. Par contre, pour d'autres sujets, pour des nouveaux produits, est-ce que ce format, sous cette rapidité, avec ce délai assez court, est-ce que c'est raisonnable? S'il faut organiser des essais interlabos, par exemple, là, c'est peut-être un peu plus délicat. Donc, on peut le reproduire, mais il faut vraiment peser, il faut pouvoir envisager l'opportunité, et il faut pouvoir être raisonnable. Même pour les experts, parce que je parle beaucoup, je sais bien. Pour les masques barrières pour les sports, tout le monde était confiné. Donc, on a fait des réunions le samedi, le dimanche, tard le soir, tôt le matin. Enfin, on prévenait les parties prenantes. Je me souviens, la première réunion le lundi à 15h, je crois, j'ai envoyé l'invitation et l'ordre du jour le dimanche soir très tard. Or, une réunion, on la convoque dans les règles 3 semaines avant, pas moins de 24 heures avant. Enfin, voilà. Donc,
faut pouvoir un peu tout peser, être raisonnable pour que le document qui en ressorte soit le plus acceptable possible. Mhm. Ouais, mais alors c'est vrai que donc c'est quand même beaucoup lié à cette situation exceptionnelle et je le comprends, mais si vous avez expliqué que justement en un mois vous êtes quand même capable de faire un travail du même ordre, je pense que c'est quand même, enfin ça doit être dans vos réflexions en tout cas. Et je vais Exactement. continuer sur la suite du coup d'une question que j'avais vraiment beaucoup envie de vous poser sur la partie management de la sécurité au travail. Donc j'ai pu accueillir Mélanie Garrido du MAS Sud-Ouest il y a quelques épisodes qui expliquait que notamment le MAS, le manuel d'amélioration de la sécurité dans les entreprises, était la norme de management la plus, enfin la management SST la plus efficace. Et aujourd'hui, la plus répandue, ça reste l'ISO 45001 ou en tout cas auparavant l'OSAS 18001. Mais alors, déjà, de votre point de vue, qui a raison et surtout, pourquoi il serait plus intéressant de choisir une ISO 45001 plutôt qu'une démarche MAS? Alors, c'est une question très pertinente que vous me posez là. Alors, en termes d'efficacité, en fait, il faut voir ce que sont ces outils. Ce sont deux outils de mise en place, de construction d'un système de management en matière de santé, sécurité au travail. Donc, l'efficacité, elle va, elle va se mesurer, je pense, plutôt par structure et voir quelles actions sont véritablement mises en place et et si on est vraiment si on est sur de l'amélioration continue et si le système fonctionne vraiment. Voilà, je pense que l'efficacité, elle va surtout se mesurer à ce niveau-là. Après, sur la pertinence, je répondrai plus en matière de pertinence des référentiels. Mhm. Et pour ce faire, je dirais qu'il faut tenir compte en fait de la façon dont ces référentiels sont élaborés et comment et sur la base de quoi vont choisir telle ou telle structure d'utiliser plutôt l'ISO 45001 ou le MAS. Et en fait, il faut voir le contexte, je pense, de l'organisation, si elle a un contexte national, européen, international. Quelle est sa sphère, quelle est sa sphère internationale en matière d'échange, de portée, puisque cela va énormément influer. Si je prends, enfin, le MAS a une portée internationale, certes, mais peut-être pas autant qu'une norme ISO. Mhm. C'est sûr. Si je- voilà, donc Enfin, ça, aujourd'hui, non, c'est vrai, il faut le c'est constater. un point qui n'est pas négligeable. Et si on pense à la réponse à des appels d'offres, par exemple, on n'est pas à l'abri d'avoir des appels d'offres qui vont demander à ce que l'entreprise soit surtout certifiée ISO 45001 parce que c'est une norme internationale qui a un niveau de reconnaissance un peu partout dans le monde, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour le MAS, sans remettre en question la qualité du MAS, hein. On parle juste vraiment Mhm. De de renommée, ouais, porter. faut ouais. Exactement. Ok. Voilà, tout à l'heure, quand je vous disais en parlant de normalisation que une norme, c'est le résultat d'un consensus entre les différentes parties prenantes et les meilleures pratiques, en fait. Alors, imaginez qu'autour de la table, pour l'ISO 45001, il y a à peu près 78 pays qui se sont mis autour de la table pour apporter leurs contributions et leurs meilleures pratiques. Et ce qu'il en ressort, c'est vraiment le meilleur accord possible entre ces 78 pays. Donc là, à partir de ce moment où je vous dis ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, effectivement, il y a cette partie renommée ou en tout cas reconnaissance internationale qui est quand même pas négligeable. Et c'est vrai que personnellement, j'ai déjà vu plusieurs fois le fait d'avoir ça dans des conditions générales d'achat, avoir ce requis auprès d'un fournisseur qu'il soit certifié avec une norme ISO. Ça, c'est entièrement le cas, mais après, le MAS, il se positionne beaucoup sur des choses qui sont très activables, qui sont très, je veux dire, des choses qui peuvent être mises en pratique. Là où je pense que la norme ISO 45001, elle va avoir peut-être plus des concepts et voilà, ouais, je pense que l'idée de concept, elle est assez proche. Et du coup, l'efficacité en elle-même, je ne sais pas si on peut la comparer, peut-être parce qu'on comparerait deux choses qui sont incomparables. Je ne sais pas si vous avez ce point de vue.
Je pense pas qu'elles soient comparables en tant que telles. Vous avez raison, l'ISO 14001, on pose un cadre, alors pas un cadre, enfin un cadre général avec des éléments clés, sachant que l'ISO 45001 n'est pas le seul référentiel. Il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration. Voilà, donc c'était le premier parmi d'autres qui, je pense, vont arriver prochainement. Mais il y a aussi un intérêt, c'est que on fonctionne souvent, enfin, si on a un management SST, on a aussi en général un management de qualité, un management de l'environnement. Il y a un côté, là encore, je parle de pertinence. L'ISO 45001, dans le cadre de son élaboration, elle s'est calée aussi en termes de structure, mais aussi de philosophie sur l'ISO 14001 et l'ISO 9001 de 2015, qui vont positionner voilà, le leadership, le contexte de l'organisation et tout ça, pourquoi? Justement, pour faciliter l'intégration dans un système de management plus global. Voilà, donc ça peut être un point d'intention qui n'est pas négligeable. Si on veut parler d'efficacité, l'ISO 45001 va plus facilement, enfin la mise en place de ces lignes directrices et de ces exigences va permettre une mise en place, une intégration plus aisée, plus évidente au sein d'un système de management intégré, préexistant ou en phase avec un SMQ ou un SME. Ouais, c'est intéressant cette vision intégrée et je pense que c'est peut-être l'avantage majeur de ce type de démarche, c'est de proposer quelque chose qui soit pour souvent à la destination de la même personne dans une entreprise, il faut être honnête, qui elle va pouvoir avoir cette même façon de réfléchir, cette même façon de structurer aussi son approche et son management. Donc c'est intéressant et en plus ça introduit ma question suivante, c'est en fait dans une démarche de certification, de votre point de vue, est-ce que vous pensez qu'une démarche de certification elle va participer à la création ou en tout cas à la vie d'une culture sécurité dans une entreprise? Parce que je m'explique, c'est-à-dire que cette vision intégrée, c'est quelque chose qu'on recherche énormément en culture de sécurité, mais est-ce que vous pensez que c'est justement un des leviers, la certification? Je dirais que la démarche de certification va... Alors, est-ce qu'elle va être un levier? Je ne sais pas. Je sais qu'elle va concourir, c'est évident, parce que c'est un moment où, enfin, si le responsable sécurité s'en sort bien et qu'il a l'appui de sa direction, c'est un moment qui va concourir à une espèce de projet d'équipe, en fait, au sein de l'entreprise en disant, bon, ben voilà, on veut obtenir la certification ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, c'est une grande avancée pour nous, pour notre structure, et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Donc oui, ça peut contribuer, mais ce que j'essaye de dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas la condition sine qua non. Il faut absolument que la culture sécurité, elle va être liée à la façon dont le collaborateur va vraiment percevoir les risques qui sont liés à son activité. Ça, je vous apprends rien, donc forcément, ça va dépendre de l'implication de ceux qui la portent, notamment, et pas seulement du responsable sécurité, mais de l'ensemble de la direction, comme tout type de démarche. Et c'est tout cet ensemble, en fait, qui va permettre justement de concourir à cette culture sécu. C'est le fait de se sentir concerné à titre personnel et le fait de se sentir concerné au titre d'un collectif, en fait. À mon sens. Non, mais je partage complètement, mais j'étais intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus. Et sur des questions peut-être un peu plus, je sais pas si c'est le mot, mais peut-être plus personnel, est-ce que vous pourrez nous dire finalement ce qui est un peu plus compliqué dans votre mission aujourd'hui, quels sont les challenges que vous avez à affronter dans votre emploi actuel? La reconnaissance, d'une façon générale, déjà, alors à titre personnel, quand on arrive en tant que chef de projet en normalisation, en général, on récupère des domaines qui ont été pilotés pendant des années par des chefs de projet qui connaissent les parties prenantes, qui connaissent l'historique des positions, les enjeux, l'intérêt national, ce qui s'est passé, les événements au niveau européen et international. Donc en fait, lorsque vous venez et vous reprenez un sujet, en fait, vous arrivez avec une mémoire vide qu'il faut pouvoir
faut pouvoir remplir en termes de contexte. Les contextes sont extrêmement importants. Quand vous savez qu'autour de la table, vous avez des enjeux en termes de méthode d'essai et que c'est même au niveau international et que vous avez potentiellement un laboratoire français qui ne peut pas, enfin je donne un exemple comme ça à tout hasard, qui ne peut pas réaliser ces essais, ou bien que les essais ne sont pas comparables entre différents labos, mais vous avez un gros labo influent au niveau européen qui essaye de s'emparer en fait de ce positionnement. Voilà, si vous n'avez pas ces éléments-là, vous ne pouvez pas réagir au plus juste. Donc en fait, la véritable difficulté de pouvoir au quotidien se faire reconnaître, enfin, à un moment donné, on y arrive, et quand on y arrive, c'est magique parce qu'il y a une vraie cohésion qui existe au sein du collectif, et c'est comme ça qu'on peut avancer ensemble, même lorsqu'il y a des débats compliqués. C'est aussi compliqué parfois de se faire reconnaître auprès de son équipe. Je pense que là, c'est mon expérience manager, où, enfin voilà, vous arrivez, vous êtes chef de projet, et puis finalement, vous devenez manager de personnes qui sont là depuis très, très, très longtemps. Il faut aussi pouvoir se faire reconnaître. Donc finalement, le plus gros challenge, en fait, c'est l'être humain. Je pense que c'est ça. C'est démontrer nos compétences face à d'autres êtres humains et leur montrer qu'on est là pour travailler avec eux et pas du tout contre eux. À l'opposé, si je puis dire, qu'est-ce qui, pour vous, est justement le plus intéressant? Est-ce que vous appréciez le plus dans ce que vous faites aujourd'hui? Il y a tellement de choses. Forcément, l'échange. J'ai la chance, quand on est à la FNOR, on a la chance d'être au cœur d'un réseau incroyable, qu'il s'agisse de fabricants, d'utilisateurs, de pouvoirs publics où on se retrouve, avoir des échanges de tout ordre sur des problématiques d'importance. J'aime aussi le fait d'être en santé, sécurité au travail. J'étais dans l'équipe environnement avant, et il y a quelque chose de différent parce que finalement, tous nos interlocuteurs se focalisent sur une seule chose, sur la sécurité de l'homme au travail. Et donc, il y a quelque chose en plus. Tout le monde se sent encore plus investi. Les personnes qui sont dans le tour de table sont tout simplement magiques, en fait. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort. Et il y a aussi quelque chose qui me plaît encore plus. Ce qui me plaît tout autant, je dirais, c'est les combats internationaux, en fait. Vous savez, quand vous êtes en réunion européenne ou internationale et que vous avez pour mission, c'est d'accompagner la délégation française à défendre sa position, et que vous avez 2 autres ou 3 autres pays contre vous, et que vous arrivez au fur et à mesure à faire entendre raison et à obtenir gain de cause pour la France, honnêtement, c'est génial. Parfois, on n'y arrive pas toujours, hein, mais c'est génial. Parce que les parties prenantes françaises se sentent en confiance parce qu'elles savent qu'elles ont une personne avec elles qui va tout faire pour les accompagner dans la défense de leurs intérêts. D'accord, c'est intéressant. Et j'imagine que c'est assez plaisant tout simplement de pouvoir mener ce type de, je mets des guillemets, mais ce type de bataille pour pouvoir faire avancer. C'est génial. Il y en a qui n'aiment pas, et il y en a qui auront une vision très administrative, hors du jour, compte rendu, réunion. Et puis il y en a qui verront des choses plus passionnantes et dynamisantes. Même l'animation de réunion aussi, hein, qui est quelque chose c'est un superbe exercice en fait. Très bien. On va passer à une partie plus liée aux recommandations. Est-ce que vous avez en tête ou des choses que vous pourriez partager liées à la prévention des risques, des livres, des sites web, des podcasts, quelque chose qui pourrait, on va dire, inspirer nos auditeurs? Alors, moi, je suis à FNOR, donc forcément. Je crois que là, oui, on l'avait saisi. On l'avait saisi. Voilà, donc forcément, je vais recommander les outils qui vont être forcément en lien avec la veille réglementaire et la veille normative, parce qu'on l'oublie énormément, la veille normative qui est importante. Donc forcément, j'invite tous les auditeurs à consulter le site Norminfo, parce que c'est un site qui va vous permettre justement de voir à peu près quels sont les sujets, les normes en cours d'élaboration, vous alerter lorsque les normes sont en enquête publique,
vous pouvez les consulter et mettre des commentaires. Alors, je sais qu'il y a des normes très, très, très techniques, mais sur des méthodes d'essai, mais il y a aussi des normes qui sont, je pense aux EPI par exemple, où on développe au niveau européen, international, de plus en plus de normes SUCAM pour dire, enfin, qui sont des guides pour aider au choix, à l'utilisation, à l'entretien des équipements de protection individuelle, et donc pour lesquels les responsables sécurité sont clairement les cibles et qui peuvent être consultables et sur lesquels vous pouvez mettre des avis. Bon, ça c'était, je prêchais pour ma paroisse, mais ma paroisse, pardon, mais qui est dans le fil droit de l'intérêt général. Il y a aussi forcément le site de l'INRS qui est plus qu'un partenaire privilégié, puisque entre les articles et leurs pages web qui sont mises à jour très régulièrement, sans oublier leur guide, l'INRS est extrêmement impliqué dans les travaux de normalisation. Donc, il représente le monde de la prévention, de même que le PPBTP, Eurogip qui est présent aussi. Enfin, voilà, donc j'invite cordialement à y aller. La Commission européenne, pourquoi? Parce que notamment pour suivre l'évolution des règlements en vigueur. Je parle beaucoup des EPI puisque c'est l'un de mes domaines de prédilection, mais enfin voilà, la directive EPI a été transformée en règlement, ce qui a un impact direct ou indirect sur le mode de certification et qui sont les utilisateurs des EPI. Enfin, donc c'est toujours intéressant de comprendre à peu près ce qu'il se passe. Vous pouvez aussi nous questionner à ce niveau-là parce qu'on essaye même d'apporter, même si c'est pas notre rôle, on a la chance d'être au cœur d'un réseau qui fait qu'on arrive à vulgariser un peu ce type d'information. Voilà. J'invite aussi à participer aux différentes rencontres pour avoir un panorama en fait de ce qui se passe en termes de réflexion, en termes de santé sécurité au travail au niveau français. Là par exemple, il y a le 3 mars prochain, il y a la 11e rencontre de la santé sécurité au travail. Vous allez avoir le nouveau directeur général du travail, Pierre Ramin, qui va intervenir. On va avoir notre DRH aussi, mais là, c'est par hasard que je l'ai vu puisque je me suis inscrite à cette rencontre. L'année dernière, on parlait notamment du rapport Lecoq sur l'organisation de la santé au travail en France. Voilà, donc ces veilles-là qui sont intéressantes et qui, je pense, sont pertinentes à partager avec tout le monde. Ok, très bien. Du coup, elles seront, comme d'habitude, en description de l'épisode. Et également un peu sur la partie recommandation. Est-ce que vous avez une innovation liée à la prévention des risques que vous souhaiteriez nous partager? Alors, très clairement, là, comme ça, non. J'y ai réfléchi, en fait. Et moi, et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais éventuellement partager avec vous en termes d'inno. Je suis pas au cœur, en fait, malheureusement, de toutes ces innovations, parce que malheureusement, la normalisation arrive, même si c'est un levier pour l'innovation, c'est un outil d'innovation. On vient souvent on nous approche souvent sur la fin, en fait, pas quand c'est trop tard, mais quand il y a déjà un bon nombre de réflexions qui sont avancées et pour lesquelles on va leur dire est-ce que vous avez pensé au volet réglementaire, par exemple, vous voyez? Par contre, il y a quand même des thématiques. Il y en a une qui nous interpelle beaucoup au niveau du pôle sur le volet travailleur isolé, que ce soit la personne qui travaille en hauteur ou bien une personne qui est en télétravail. Et là, il y a des dispositifs qui ne sont pas des EPI. Loin de là, il y a une espèce de, je ne sais pas, on est en train de regarder point de vue réglementation. Vous avez les DATI, donc Oui. voilà, ces fameux dispositifs d'assistance qui, pour moi, dans ce contexte-là, en santé sécurité au travail, peuvent constituer une innovation. Mais il y a des réflexions qui doivent, il faut aller un peu plus loin dans la réflexion par rapport à la prévention. D'accord. Ensuite, pour terminer, je parle toujours d'avenir de la prévention et j'aimerais bien savoir ce que vous avez en tête quand vous pensez au futur de la prévention d'ici à moyen terme, d'ici 5 ou 10 ans. Nécessaire, toujours, important et nécessaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, et là on s'en rend compte maintenant, on commence à s'en rendre compte, c'est que l'évolution des conditions de travail, les nouvelles technologies, les usines, l'industrie, tout est en perspective et évolution, et avec probablement l'apparition de risques émergents
Donc, il est nécessaire de pouvoir identifier ces nouveaux risques. Je prends l'exemple du travailleur isolé. J'ai lu un article récemment sur le site de l'INRS par rapport au développement des comportements addictifs de certains collaborateurs liés justement au fait qu'ils soient isolés tout seuls. C'est un nouveau risque qui n'avait pas été identifié et qui est une donnée de sortie, si je puis dire, de cette année qu'on a passée entre le confinement et le télétravail. Donc plus les conditions de travail évolueront et plus il sera toujours nécessaire d'avoir en tête les métiers de la prévention qui sont essentiels. Donc dans 5 ou 10 ans, ça sera toujours nécessaire à mon sens. D'accord, j'espère aussi que ce sera toujours le cas et qu'on aura toujours cette nécessité de la prévention. Et enfin, la question que j'aime bien poser à tous mes invités, quel conseil vous pourriez donner à la jeune Rim qui débutait dans le domaine? Quel conseil je pourrais lui donner? De s'accrocher. De s'accrocher parce que c'est un secteur, c'est un domaine où on est en face de l'être humain avec son expérience, ses convictions et que la clé, je pense, dans les métiers de la prévention, c'est, enfin, l'une des clés en tout cas, et même dans beaucoup de métiers, et encore plus aussi dans la normalisation, c'est la communication. Donc, qui dit communiquer n'est pas seulement juste parler, c'est émettre un message, être capable de voir aussi comment les personnes le perçoivent, le réajuster si les gens ne l'ont pas compris. Donc, et pour ce faire, il faut s'accrocher en fait, il faut se remettre en question. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question, au contraire, il faut sans cesse pouvoir mettre l'humain au sens, se mettre à sa place et essayer de faire au mieux pour pouvoir toujours favoriser les échanges privilégiés et en faire ressortir le meilleur. Donc, je dirais à la jeune Rim, accroche-toi. C'est passionnant, mais il faut t'accrocher. Très bien, c'est un très bon conseil, je pense, pour tous les jeunes qui veulent se lancer dans le domaine. Écoutez, merci beaucoup Rim, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous pourrez, pour terminer, nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver si jamais on veut continuer à échanger sur la question avec vous? Bien évidemment, alors je travaille à la pleine Stade de France, donc à FNOR, donc mes coordonnées Mes coordonnées sont disponibles en tapant sur Google ou même en contactant l'AFNOR et le standard. On sait toujours me retrouver, mais également sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn. Vous pouvez me contacter via ce moyen-là et puis je pourrais éventuellement vous laisser mon email pour que vous puissiez le communiquer aux personnes qui souhaitent avoir plus d'informations sur la normalisation en santé et sécurité au travail. Je vous ai épargné la description des 400 normes qui sont en cours d'élaboration. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!